Bonjour à tous, je m'appelle William, je suis ravi de vous accueillir ce matin à notre webinaire diffusé en direct pour parler de la révolution de la data. Voilà, après ce petit week-end, on va aborder un sujet un peu sérieux, mais qu'on va rendre intéressant bien sûr, avec deux invités qui sont là avec nous ce matin. Donc nous avons la chance d'accueillir Nadia Patel, qui est Bonjour. directrice d'InfoPro Digital Études. Merci d'être là. Et Pascal Rabier. Bonjour. Pascal, vous êtes ingénieur, je crois, c'est ça, grand compte chez Google Cloud. Exactement. Architecte, On va ingénieur, trouver grand là. compte. Voilà. Alors, on va aborder cette question de la data, qui est une question cruciale aujourd'hui pour les entreprises, évidemment. On ne va pas s'intéresser forcément à la data elle-même, qui est un sujet qu'on maîtrise déjà, mais on va s'intéresser à la manière dont elle est exploitée. Pour ça, on va commencer par s'intéresser à la collecte, de la façon dont les données sont collectées dans les entreprises, par les dirigeants. Et puis ensuite, on verra comment elle est analysée, ces données, parce qu'il faut lui donner évidemment des contenus et savoir comment on peut l'utiliser. Et puis la dernière façon, évidemment, ce qui est très important, c'est de savoir comment elle est valorisée par les dirigeants d'entreprise au sein des entreprises qui sont concernées. Nadia, pour ça, je crois que vous avez fait une étude, vous avez piloté une étude récemment, donc avec l'ensemble des partenaires du groupe Digital Info Pro. Exactement, donc c'est une étude qui a été réalisée par l'usine Nouvelle, l'usine Digitale, l'Argus de l'assurance LSA, en partenariat avec Google Cloud, et qui justement traite du sujet de la data. Et l'intérêt était de savoir comment est-ce que justement le sujet était engagé, en tout cas dans les entreprises, au niveau des décideurs. Donc pour ça, on a mené une étude auprès de 602 décideurs de chacun de ces secteurs, et il en ressort beaucoup, beaucoup de données. Quel secteur d'activité alors Alors l'industrie, Ouais. le retail et l'assurance. D'accord. Donc là, on peut avoir déjà des premiers constats sur, au moins sur la collecte. Qu'est-ce qu'on constate justement qu'est-ce qu'on apprend de nouveau? Qu'est-ce qui est flagrant comme chiffre qui nous permet de pouvoir comprendre la situation? Bien sûr, la collecte, sans surprise, c'est la phase en tout cas la plus mature sur laquelle les entreprises prouvent en tout cas leur engagement au niveau de la data, puisque dans l'étude, sur les 600 répondants qui nous ont répondu, tous en tout cas collectent de la donnée aujourd'hui dans leur entreprise. Donc ça, c'est le premier constat. Il n'y a pas une seule entreprise du panel de répondants qui n'a pas collecté de data. Donc c'est déjà une première mesure, c'est plutôt rassurant et ça prouve effectivement que les entreprises sont data-centriques. Voilà. Et ce qu'on constate aussi, c'est que par rapport au secteur du retail et de l'industrie, c'est le secteur de l'assurance qui montre un peu d'avance par rapport aux autres. Ça, de toute façon, c'était assez prévisible, ouais. étant donné les métiers de l'assurance, voilà. Donc l'actuariat notamment, c'est des métiers en tout cas dans lesquels on manipule de la donnée depuis très longtemps. Bien sûr, voilà. Et puis on s'intéresse évidemment à la façon dont on va pouvoir l'exploiter. Alors justement, exactement. Vous, Pascal, vous constatez quoi? Ça vous fait réagir comment ça? Le fait que la collecte, c'est déjà une chose qui est assez partagée, peut-être pas assez, mais qu'il y a des disparités effectivement en fonction des différents secteurs dans lesquels les entreprises opèrent. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça quand on... En fait, ce qu'on peut déjà voir, c'est qu'effectivement, l'étude menée par InfoPro est assez révélatrice de ce qu'on observe sur le terrain. Déjà, c'est très positif de notre perception, nous, fournisseurs de cloud chez Google, c'est-à-dire que ça montre bien que les dirigeants des entreprises sont au fait de cette orientation, de cette évolution du marché, de ce que peut leur apporter la donnée, ils ont compris l'enjeu. Ensuite, le panel d'entreprises qui a été interrogé est divers, sur plusieurs secteurs d'activité, mais aussi en termes de taille. Ça ne concerne pas uniquement les grandes entreprises, mais des moyennes, des petites, c'est même très équilibré. Et puis les personnes qui ont été interrogées, effectivement, sont de niveau dirigeant ou au moins preneurs décisionnaires. Donc effectivement, là, c'est très intéressant pour nous de voir que ce qu'on constate au quotidien sur le terrain, dans des rendez-vous avec tel ou tel dirigeant, est généralisé en fait sur le marché. Et vous avez le sentiment aussi qu'en fonction des secteurs d'activité, il y a des disparités qui sont quand même assez notables, comme le soulignait Nadia? Oui, je pense que l'explication a été très naturellement trouvée. En fait, c'est les entreprises qui ont commencé déjà à utiliser un petit peu plus la donnée que les autres sont celles pour qui la donnée est proche de leur cœur de métier. Les assurances, on l'a vu, et puis en deuxième, il y a le retail évidemment, parce que avec le commerce en ligne qui ne date quand même pas tout à fait d'hier, et ça apporte une facilité à collecter de la donnée sur la base client, les produits, etc.
Mais ça s'arrête pas là, puisque maintenant c'est l'industrie qui s'y met, en particulier avec la tendance de l'IoT qui permet d'injecter et de capter de la donnée sur les outils de production ou la chaîne logistique, ce qui n'était pas forcément le cas. D'accord. Et là, du coup, vous constatez aussi ça, Nadia, que dans l'industrie, on est en train de s'y mettre, peut-être aussi parce qu'il y a justement des technologies qui nous permettent aujourd'hui de traiter de très grandes quantités de données. Exactement, en fait, on le voit aussi dans l'étude, sur la typologie des données qui sont collectées. Assez naturellement, les entreprises de services vont capter surtout de la donnée client, mais les industries, effectivement, au travers tous les objets connectés, vont justement capter, elles, des données d'exploitation pour être encore plus performantes, envisager un peu mieux les pannes, en tout cas les anticiper, et permettre justement de répondre à des objectifs de performance au travers de la data qui est collectée. Alors ça veut dire donc, apparemment tout va bien, donc il y a de la donnée, on peut la collecter, on commence à l'affiner, on commence à maîtriser aussi un peu, et les canaux, et la façon dont on la traite. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des freins encore justement à cette adoption, on va dire, données, j'ai envie de dire, de cloud pratiquement, parce qu'en fait on réfléchit données évidemment souvent déportées ou pas stocké en... Juste pour faire un petit aparté sur cet aspect cloud, en fait, le cloud, c'est surtout un facilitateur en fait pour gérer ces masses de données, parce qu'il est par nature le cloud c'est virtuel, ou en tout cas c'est logique, et donc on peut facilement instancier des outils, des ressources pour se lancer dans des premiers projets de traitement de la donnée. C'est beaucoup moins contraignant que d'avoir à mettre en place des infrastructures sur site. Donc ça permet d'y aller plus rapidement, voilà, tout simplement. Ça c'est un premier d'en tirer des premiers bénéfices. Voilà. Et puis après, ça peut même devenir une étape essentielle si l'échelle de données à traiter justifie et n'est peut-être servie que par la scalabilité du cloud. Ce qui peut être le cas dans certains cas industriels ou de commerce en ligne, par exemple, où les volumétries de données sont assez importantes. Donc vous, ce que vous dites, c'est que la quantité va déterminer un petit peu la qualité, en fait. C'est clair que et les dirigeants en ont bien conscience, parce qu'ils ont compris que le cloud allait leur apporter le moyen de traiter cette quantité de données qui va leur permettre de répondre aux enjeux métiers et rendre leur entreprise plus performante. Mais néanmoins, puisqu'on parlait aussi un petit peu des freins, ils se posent la question de savoir comment développer les compétences en interne ou en externe, mais quel est le bon ratio en fait entre l'interne et l'externe, et puis comment trouver des partenaires qui vont les aider à aller dans cette direction et qui ont déjà fait leurs preuves, à la fois dans la partie traitement de la donnée, mais aussi et analyse, et dans la partie utilisation du cloud. Alors, je me permets, mais dans l'étude, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, il y a 2 tiers d'entreprises qui stockent ces données dans des infrastructures dédiées, 1 tiers qui les stocke dans un cloud privé, et dans une proportion un petit peu plus marginale dans un cloud public. Mais je pense qu'on aurait mené cette étude il y a quelques années, on aurait eu des ratios entre les infrastructures dédiées et le cloud qui étaient, je pense, complètement différents, puisque je pense qu'il y a vraiment une démocratisation effectivement du cloud, puisqu'il y a un vrai enjeu de la data qui se sent, qui est tangible, et justement les entreprises ont intérêt, en tout cas aujourd'hui, à aller stocker ces données d'envergure dans un cloud. Et vous n'avez pas l'impression justement que là encore le secteur d'activité crée de la différence? Si, bien sûr, on le voit justement dans le secteur de l'industrie où il y a une appétence particulière pour le cloud. Oui, ce que disait Pascal, ça paraît presque normal du fait aussi de la masse de données et qui sont peut-être plus techniques que des données comportementales simplement. J'ai à ce propos une question d'un internaute qui nous demande ne pensez-vous pas que le rôle du dirigeant soit souvent déterminant dans l'adoption des solutions de stockage des données, Pascal? Est-ce que ça veut dire donc ça dépend pour beaucoup justement cette transformation, cette prise de décision après la prise de conscience dépend pour beaucoup en fait non pas forcément seulement du secteur, mais aussi de l'intention du dirigeant? Oui, clairement, c'est lui qui va déjà fixer les objectifs de son entreprise en termes de performance, et qui va aussi indiquer la voie à ses collaborateurs et leur permettre d'utiliser tel ou tel type de technologie, fixer une stratégie en fait, tout simplement. C'est exactement le rôle du dirigeant. Comme nous, ce qu'on constate au quotidien sur le terrain, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il n'y a plus de doute que le cloud fait partie des solutions possibles, et derrière, tout va dépendre exactement peut-être des types de données exactement qui vont être traitées et gérées. Et puis là, j'ai envie de dire aussi que
là encore une fois, la culture même de l'entreprise, enfin de son dirigeant, c'est comme vous le disiez, c'est évidemment ça qui va être l'impulsion stratégique. Est-ce que là, du coup, il n'y a pas une forme Est-ce qu'il faut les préparer, ces dirigeants? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont tous... que c'est un peu le fait du prince, ou qu'au contraire, on peut en fait se dire, il paraît très normal de s'y mettre, mais à ce moment, lui-même n'étant pas formé, comment sensibiliser ses équipes? Il y a tout un effet un peu de boule de neige comme ça. Bon, je ne pense pas que les dirigeants ne soient pas conscients de l'enjeu. Ils ont leurs propres canaux de conseils, de leur propre réseau, et ils voient bien la tendance générale. Après, effectivement, l'enjeu pour eux, c'est de faire basculer la culture de leur entreprise parce qu'effectivement, peut-être que analyser la donnée, c'est un axe de transformation supplémentaire par rapport à ce que faisait l'entreprise traditionnellement pour répondre aux besoins de son marché. Voilà. Et donc ça, clairement, ça va se faire en levant déjà les freins. On en a parlé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus de doute que le cloud, en termes de sécurité, et en particulier le cloud public, apporte un niveau d'industrialisation qui fait que c'est plus sûr d'utiliser le cloud parce qu'il y a plus de mécanismes plus avancés de protection de la donnée et plus facile à mettre en œuvre que dans un data center traditionnel. Et voilà, tout à fait, exactement. Donc la protection technique des données dans le cloud, elle est présente. Et je pense que ce qui peut encore parfois faire un petit peu hésiter, c'est ce mot de cloud public, justement. Parce que on a l'impression que parce que c'est public, c'est ouvert. Voilà, c'est paradoxal. C'est paradoxal, mais en fait, évidemment, dans un cloud public, il y a tous les mécanismes en place pour que vous choisissiez, enfin que l'utilisateur choisisse à qui il partage ses données et faire en sorte que cette attribution de droit soit très fine et ne puisse pas être contournée. Ouais. Oui, ce qui est plutôt rassurant, et normalement, en tout cas, ça devrait rassurer les dirigeants qui se posent cette question. Vous parliez d'analyse, justement, et c'est important de voir qu'aujourd'hui, dans l'étude que vous avez conduite, Nadia, on voit que cette notion d'analyse, c'est quand même un peu le premier écueil, j'allais dire. C'est la première étape de maturation de la data. Effectivement. Qu'est-ce qu'on constate alors Ce qu'on constate déjà, c'est que 59% des entreprises considèrent que les efforts qui sont menés en termes d'analyse aujourd'hui sont insuffisants. Donc le chiffre est assez fort, ça veut dire quand même 6 entreprises sur 10 aujourd'hui qui pensent que le niveau d'analyse de la donnée n'est pas encore le bon. Alors que la collecte est déjà là, effectivement. Alors que la collecte est déjà là, c'est ça. En fait, on a énormément de données, mais finalement, on ne sait pas trop comment l'analyser. En tout cas, on ne met pas les moyens nécessaires pour l'analyser de façon pertinente. Et ce qui est intéressant de voir, finalement, Pascal le soulignait il y a quelques instants, c'est que dans le panel de répondants, on a des entreprises de toute taille. Donc, on a des petites entreprises, on a des ETI, on a des grandes entreprises. Et ce qu'on constate, c'est que finalement, on a 10% d'entreprises qui sont très matures sur ces sujets. Ce n'est pas forcément que le jeu des grandes entreprises d'être performantes sur l'analyse de la data. C'est vraiment un sujet qui est commun, quelle que soit la typologie d'entreprise. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que des petites entreprises agiles qui ont les moyens justement de faire bouger les lignes en interne de façon beaucoup plus facilement en tout cas que dans les grandes entreprises, se sont accaparées de ce sujet de l'analyse de la data pour aussi tirer un peu leur épingle du jeu sur le marché et voilà, se montrer comme étant experts de l'analyse de la data. Et il y a des grosses entreprises qui n'y arrivent pas justement parce que trop lourde, ou trop de crainte, et trop de freins, j'allais dire, culturels, peut-être, de tradition. Mais alors justement, c'est le constat que vous faites aussi, on peut être, en fait, il y a une frange d'excellence, on va dire, qui est encore assez minoritaire, mais que là, ça dépend en fait beaucoup du type de métier et donc aussi forcément du profil du dirigeant. Ce qui va être déterminant, je pense effectivement, c'est d'une part la taille de l'entreprise, parce qu'effectivement, plus les entreprises sont importantes, plus elles ont l'habitude de s'appuyer sur des solutions peut-être internes qu'elles maîtrisent, voilà. Alors qu'une ETI va peut-être avoir plus le réflexe d'aller chercher à l'extérieur des compétences qu'elle n'a pas en interne, parce qu'elle est forcément plus souvent confrontée à ce type de schéma. Mais il y a aussi un point qui est général et qui est lié en fait à la gouvernance du traitement de la donnée. C'est-à-dire que aujourd'hui, la gouvernance n'est pas encore toujours en place, et ce, quelles que soient les entreprises. Pardon Pascal, quand vous gouvernance, pourquoi c'est en fait, c'est quel va être le cadre des règles qui vont permettre d'utiliser les données collectées. Voilà. Alors ça peut être des règles métiers, des règles liées aux régulateurs avec la GDPR, etc.
finalement, c'est assez complexe, et puis ces cadres réglementaires ne sont pas toujours exprimés en termes qui sont faciles pour les entreprises à traduire en termes techniques. Quel est le niveau de chiffrement que je dois apporter à mes données? Ce qui était vrai déjà à l'époque de l'informatique, j'allais dire. Exactement, voilà. Mais à l'époque de l'informatique, on se rassurait en se disant, c'est chez moi. C'est chez il y a moi, des experts intégrés. Non, mais c'est chez moi, c'est dans mon data center, donc je sais qui accède à mon data center. Alors, l'inconvénient, c'est qu'avec la cybersécurité, aujourd'hui, on sait très bien que le hacker peut intervenir de pas mal d'endroits dans le monde, qui sont pas sous les mêmes juridictions, et de types d'appareils, etc. Donc clairement, en fait, le fait de mettre en place une gouvernance, ça va fournir un cadre. Les employés, les collaborateurs vont savoir ce qu'ils peuvent faire ou ne pas faire. Et c'est ça qui va libérer l'innovation. Là où l'absence de cadre, en fait, crée de l'inquiétude, parce que est-ce que j'ai vraiment le droit de faire ça? Est-ce que d'un point de vue légal, c'est possible? Ou d'un point de vue technique, est-ce que c'est vraiment bien? Et finalement, ce doute, c'est ça qui ralentit l'innovation et l'adoption des technologies et des méthodes d'analyse de la donnée. Donc finalement, c'est ça qui va... le fait de mettre en place un cadre va... plutôt que restreindre, va libérer les forces vives de l'entreprise. Donc pour vous, en fait, la gouvernance, c'est la transparence. Exactement, c'est la transparence, c'est le fait d'établir des règles qui soient claires et lisibles. Pour tous. Et pas forcément des règles très contraignantes, parce qu'elles vont être justement analysées avec des experts, qui vont être des experts juridiques ou autres, mais qui vont permettre de savoir ce que l'on fait. Alors, avant de parler justement de ces experts qui sont cruciaux, parce que la question va être de savoir d'abord qui, comment ils sont formés, où se trouvent-ils, est-ce qu'ils sont intégrés ou pas. Il y a quand même une question sur le type de données, parce que quand on dit qu'il y a 10%, comme le précisait Nadia, d'entreprises qui sont très au fait de l'analyse de données, c'est peut-être aussi parce que leur métier, même si vous disiez qu'indépendamment de la taille, etc., il y a quand même des sujets, et il y a quand même des sujets dans les données qui sont peut-être plus faciles à analyser ou plus complexes. Est-ce que vous constatez que dans l'ensemble des clients que vous avez, certains sont, du fait des sujets même, plus enclin à avancer, j'allais dire, dans le cloud? C'est clair qu'en Europe, on est plus sensible à tout ce qui est vie privée. Donc, effectivement, la GDPR a bien montré, on a un petit peu donné le ton au reste du monde, et c'est très bien. Mais ça a été aussi une prise de conscience qu'il a fallu faire et qu'il a fallu décliner, comme je le disais, en termes de solutions techniques. Mais néanmoins, finalement, le fait de collecter dans le retail ou dans l'assurance des données qui sont personnelles et de les traiter de manière adéquate en préservant peut-être l'anonymat avant de passer à des analyses statistiques était déjà connu depuis longtemps. Donc je pense que c'est aussi le sujet est un sujet qu'il faut examiner avec précaution, mais néanmoins il y avait déjà la culture qui était qui était là présente au préalable. Donc clairement c'est quelque chose que il y a des effets qui contrebalancent les autres, alors que dans les données techniques, type l'industrie, finalement, il y a moins d'enjeux sur la vie privée, et parce qu'on surveille des machines-outils, par exemple. Et donc là, on va plutôt avoir des enjeux techniques sur bien protéger la propriété intellectuelle. Voilà. Il y a justement des bénéfices qu'on tire de cette analyse. Techniquement, concrètement, c'est quoi comme type de bénéfice? C'est mieux connaître les risques quand il s'agit d'industrie, mieux connaître les clients quand il s'agit de données RH ou comportementales. C'est quoi l'avantage finalement d'analyser, de mieux analyser la data? Ça fait gagner du temps ou ça permet d'être un petit peu plus scalable, comme vous dites Non, le fait d'être scalable, c'est pas un objectif en soi, c'est un moyen nécessaire pour analyser de grandes masses de données. Voilà. Ce qui va être l'objectif de l'analyse de données, c'est tout simplement d'augmenter la performance de l'entreprise, parce que l'entreprise elle-même est sur un marché qui est compétitif, elle a des concurrents, et plus elle va optimiser son revenu, ses coûts, plus elle va être performante et pouvoir investir
investir dans l'innovation et se différencier, etc. Donc clairement, la data, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise pour progresser. La stratégie d'innovation et donc de développement. Mais ça aussi, le pendant, c'est qu'il faut donc du coup, pour sortir de ces 10%, pour être plus nombreux, former des gens qui puissent justement être compétents pour pouvoir faire cette analyse. Et là, la grande question, c'est de savoir si ces analystes-là sont plutôt intégrés à l'entreprise, ou au contraire, est-ce qu'ils sont, j'allais dire, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les clouds publics, dépendants de partenaires technologiques. En fait, l'enjeu pour les dirigeants, ça va être de trouver les partenaires, comme je disais, qui vont être capables de les accompagner. Alors, suivant la taille de l'entreprise, elle va peut-être pouvoir recruter quelques data scientists et garder une certaine compétence en interne, mais il y a une vraie tension sur le marché, il ne faut pas se le cacher sur les bons profils, et pour tout le monde, hein, voilà, aussi bien pour les acteurs tels que Google que pour des boîtes typiquement françaises, entre guillemets. Donc, quel que soit le marché de l'acteur, il y a une vraie tension sur ce type de compétences, et c'est tout l'enjeu de ce que nous faisons chez Google, c'est de mettre en place des outils au travers de Google Cloud notamment, qui délivrent le même niveau de simplicité que ce qu'on peut avoir nous en interne pour permettre à nos analystes de faire leur travail plus efficacement sans avoir besoin d'avoir une maîtrise technologique qui va jusque dans des couches d'infrastructures très basses, voilà, et qui complexifie un peu le travail. Donc voilà, l'objectif de Google dans ses services cloud, c'est de simplifier tout ça. Donc on a beaucoup de données, on cherche à les rendre plus transparentes, on cherche à les simplifier. Pour ça, il faut plus d'expertise. Il faut plus d'expertise et il faut surtout la culture qui permet de le faire, mais en même temps, les outils, globalement, évoluent pour que le niveau d'expertise reste humainement atteignable. Voilà, soit atteignable et ne prenne pas plus de temps que la collecte et le traitement lui-même. Ouais, ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, dans 90% des entreprises, l'analyse des données, elle est faite en interne. Donc, c'est vraiment des équipes dédiées en interne qui vont s'occuper justement d'analyser cette donnée. Et on arrive justement dans cette phase, puisqu'on le voit, il y a 2/3 d'entreprises qui, en plus de cette valorisation en interne, se reposent sur des partenaires et vont justement chercher des solutions auprès d'entreprises qui vont pouvoir les aider, les accompagner dans une meilleure analyse de leurs données. Et effectivement, ce qu'on voit aussi, finalement on parlait de data scientist, c'est un vrai sujet, c'est effectivement des métiers en tension, mais aujourd'hui il n'y a que la moitié des entreprises qu'on a interrogées, et ça quel que soit leur secteur et quelle que soit leur taille, qui ont recruté des data scientists. Donc aujourd'hui on capitalise particulièrement sur les ressources qui existent, on forme ses collaborateurs, on les sensibilise, mais on est encore loin de cette logique d'avoir un data scientist dans chaque entreprise qui va justement avoir comme mission d'orchestrer un peu toute cette partie. Ça, j'imagine que c'est des questions de moyens, pédagogiques, etc., de gouvernance, bien sûr, vous le disiez Pascal, mais il y a aussi, parce qu'il y a encore cette crainte qui est toujours là, même sur l'analyse, parce que l'analyse, ça commence à donner de la valeur aux données, justement, et avoir un data analyste qui soit pas forcément très compétent ou pas là, c'est la peur que ces données soient encore une fois piratées, j'allais dire. Et là on a cette question-là d'un internaute qui me dit justement, est-ce qu'il faut s'orienter vers plus de formation de data scientists dans les grandes entreprises? Ça, la question c'est, est-ce qu'il faut, c'est exactement ce que vous disiez Nadia, est-ce qu'il faut les intégrer ou est-ce qu'il faut les former en interne? Ce serait quoi là? Vous constatez quoi, vous, chez Google Cloud, que les entreprises, les clients vont plutôt chercher des data scientists à l'extérieur ou est-ce que vous les accompagnez pour en former en interne? Alors nous, effectivement, on a la capacité à former et à enabler, entre guillemets, accompagner nos clients pour effectivement tirer parti des bonnes pratiques que nous avons développées en interne pour faire cette analyse de données et voir aller jusqu'à l'utilisation du machine learning. Néanmoins, ce qu'on constate très fortement, c'est que un data scientist ou un data engineer a besoin d'avoir sa contrepartie en termes de connaissances métiers. Et donc finalement, je pense qu'il y a une partie de la connaissance technique qui peut être assez aisément exécutée en partenariat, la partie vraiment gestion technique de la donnée avec les outils informatiques. Par contre, la partie interprétation ne peut rester que dans le
le giron de l'entreprise. Oui, l'interprétation, c'est ce qui va faire justement l'aide à la décision aussi stratégique, voilà. oui, bien sûr. Et alors j'ai une question là qui est en train de tomber d'un internaute qui me dit, vous la voyez là, Pascal aussi, le contenu de la régulation internationale, ce qu'on appelle le Cloud Act, il en est où justement pour cette maîtrise de la donnée? On a parlé de la propriété, c'est ce que vous venez de dire, en gros, on en garde la propriété, on en garde la maîtrise. Est-ce qu'il y a suffisamment de cadres, de barrières, d'infrastructures qui permettent de garantir justement cette... Alors il faut voir que le Cloud Act... Parce que le cloud, pardon, mais il faut le rappeler quand même, le cloud n'a évidemment pas de frontières. Donc, tout à fait. En fait, le Cloud Act, déjà, il faut rappeler sa définition. Très volontiers. Voilà, sa définition, ou la signification du mot cloud dans le terme Cloud Act est un peu induire en erreur, parce qu'en fait, ça signifie clarifying lawful oversea use of data. Donc c'est une initiative. C'est un acronyme. Voilà, c'est un acronyme, voilà, et ça concerne pas seulement le cloud public tel qu'on le comprend, mais toutes les sociétés américaines qui ont des systèmes techniques de gestion de la donnée, voilà. D'accord. Et ça ne fait que remettre au goût du jour des accords entre gouvernements qui visent à, lorsqu'il y a une instruction judiciaire, donc déjà c'est bien dans un cadre juridique clair, voilà, où on va pouvoir, où la justice américaine va pouvoir demander à avoir accès à des données. Mais même le Cloud Act précise que la première méthode à engager, c'est de demander l'accès à la donnée à l'entreprise elle-même et non pas à ses fournisseurs, que sont les fournisseurs d'hébergement, hein, que ce soit de l'hébergement classique ou du cloud un petit peu plus automatisé. D'accord. Donc ça a tendance un petit peu à diaboliser, justement, c'est bien de remettre... Donc c'est important de clarifier. Et vis-à-vis de ça, de toute façon, il y a des accords qui ont été aussi publiés entre l'Europe et les États-Unis qui font que finalement, on est juste dans le renforcement, j'ai envie de dire, d'accords de collaboration lorsqu'il y a des procédures judiciaires, voilà, notamment lorsqu'il y a des personnes, des vies de citoyens, soit européens, soit américains, en danger, parce qu'effectivement, là, on est dans l'entreprise, on est dans un cadre légal, généralement, d'utilisation, mais effectivement, on peut très bien imaginer des cas où des personnes seraient kidnappées dans des pays avec un état un petit peu moins fort, on va dire, et là, le fait d'avoir accès à leur mail, peut-être, va pouvoir aider à tracer ce qui leur est arrivé et à intervenir. Donc là, on constate en fait que, et c'est surtout intéressant pour les petites entreprises qui sont confrontées au même problème que si c'était des très grandes. Donc quand on est une PME et qu'on s'intéresse à ces questions, on se dit, oulala, en plus, il y a un cadre juridique très complexe, il faut le maîtriser, il ne faut pas se tromper, voilà. D'où l'importance d'avoir aussi un environnement qui soit, en fait, j'allais dire pédagogique, qui permette justement aux dirigeants d'entreprise de pouvoir prendre des décisions avec surtout des connaissances à la fois techniques, juridiques et puis humaines, parce qu'évidemment, on a affaire à des gens qui prennent des décisions. Tout ça nous amène à la valorisation de la donnée. Je crois, Nadia, là qu'aussi on a... grâce à votre étude, pas mal d'infos là-dessus, qui sont assez riches, parce que j'ai regardé un peu l'étude en détail, et honnêtement, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais vous allez nous rappeler ça. Oui, mais c'est très bien. Alors, sur la valorisation des données, c'est peut-être le point le plus faible, on va dire. Hein, c'est ça, assez logiquement, finalement, quand on avance dans le chemin de la data, la performance se perd. On retrouve quand même notre frange de 10% d'entreprises qui sont justement très performantes là aussi sur le sujet de la valorisation. Donc on comprend bien que plus les phases en amont sont performantes et plus les phases en aval peuvent l'être également. Donc ce qui n'est pas surprenant. C'est pas vraiment surprenant. En revanche, là aussi le constat est sans appel. On a 65% des entreprises qui jugent qu'aujourd'hui, en termes de valorisation, leur propre entreprise n'est pas encore au niveau. Et là-dessus, donc c'est-à-dire qu'il y a quand même un long chemin encore à faire pour justement gagner en pertinence sur l'analyse pour pouvoir encore mieux valoriser la data. Et finalement, on a très peu d'entreprises aujourd'hui qui ont réussi à passer d'une logique de big data à une logique de smart data. Ouais. Et alors quand vous dites qu'ils ont conscience, enfin les entreprises se jugent elles-mêmes pas suffisamment compétentes, ça veut donc dire quand même qu'il y a un moment où elles n'arrivent pas elles-mêmes, comme si elles étaient empêtrées dans une culture et qu'elles n'arrivent pas forcément à valoriser ou à identifier ce qui peut être valorisé. Exactement. Et pourtant, même si le niveau de valorisation peut être assez faible dans certaines entreprises, il y a quand même des bénéfices qui sont rapidement constatés, même à un faible niveau de valorisation. Et on en parlait, c'est la stimulation de l'innovation notamment.
c'est l'image aussi que l'entreprise donne sur son marché, hein, de pouvoir justement s'affirmer comme étant data-centric. C'est aussi une façon de communiquer auprès du marché. Exactement. En disant justement on a pris le train de la data en marche et on fait ce qu'il faut en interne, en tout cas, même si on n'est pas encore surperformant, on est en tout cas en train de le devenir parce qu'on collecte, on essaye d'analyser au mieux et on essaye surtout de valoriser. Ce qui évidemment montre qu'on est dans une logique d'innovation. Exactement. Enfin, en tout cas d'être dans son temps. Et alors sur ces questions-là, Pascal, qu'est-ce qu'on constate sur cette valorisation? Est-ce qu'on peut optimiser cette valorisation de la donnée? Est-ce qu'on peut la rendre plus pertinente et surtout plus fréquente, j'allais dire? Alors effectivement, l'objectif de la valorisation de la donnée, encore une fois, c'est d'augmenter la performance de l'entreprise, soit de lui apporter de nouveaux marchés, soit de lui permettre d'optimiser ses coûts ou autre, tout ça en prenant de meilleures décisions. Mais ça s'appuie en fait sur toute la chaîne précédente de traitement de la donnée. C'est pour ça que on voit cette progression qui reste assez complexe à mener. Voilà, c'est le fait que pour pouvoir faire des prédictions opérationnelles sur les bonnes décisions à prendre avec de la data, il faut d'abord l'avoir analysée pour avoir su mettre en place tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que, alors c'est là où on va peut-être parler du machine learning. Bah oui, mais j'allais vous le demander. Faire en sorte qu'il y ait tout le background nécessaire. Mais voilà. Mais donc ça se traduit dans le cloud par une suite d'outils, des outils pour effectivement ingérer la donnée, que ce soit en batch ou en streaming. Derrière, pouvoir identifier les différentes sources de données au travers alors on vient d'annoncer Data Catalog à Cloud Next la semaine dernière. À San Francisco, chez Google. Et ensuite, il y a aussi des outils pour intégrer les différentes sources de données entre elles, parce que ce qui va apporter le plus de valeur, c'est le fait de croiser les analyses entre différentes sources. Donc, à nouveau, on a annoncé un produit qui s'appelle Cloud Data Fusion, voilà, et qui va permettre aux entreprises d'agréger ces différentes sources de données. Et puis, après, il faut les retravailler, les nettoyer, et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'échecs qui vont gêner la partie prédiction. Enfin, ou des chevauchements. Ou des chevauchements, ou des doublons, ou des valeurs qui sont aberrantes, parce que si on reprend l'exemple de l'IoT, après, finalement, ça devient physique. Hein, donc, il se peut très bien qu'un capteur n'ait pas démarré à la bonne vitesse et envoyé une valeur nulle pour la température, alors qu'elle n'était pas nulle. Vous voyez, très bien. Donc, il y a toute cette opération, toute cette chaîne de traitement de la donnée qui doit être mise en place. Et c'est le sens de ce qu'on fait chez Google, c'est d'avoir des outils qui sont facilement intégrables entre eux et qu'on va pouvoir enchaîner pour arriver à avoir les moyens d'automatiser l'analyse et la prédiction. Ça, c'est le machine learning. Et ça, c'est la partie, effectivement, valorisation de la donnée, c'est quand on arrive à l'utiliser régulièrement. Et le machine learning, qu'est-ce que ça va permettre de faire, c'est-à-dire ça va permettre d'accélérer ce rythme. C'est-à-dire que ça va devenir une aide à la décision pour aller plus vite. Plutôt que de revoir les prix en fonction de la demande tous les mois, et on va le faire quotidiennement. Donc cette répétition est d'une certaine manière automatisée et simplifiée. Exactement. C'est l'automatisation de petites prises de décision avec des règles claires, enfin en tout cas basées sur un apprentissage qui est basé sur le passé et qu'on va chercher à reproduire pour obtenir les mêmes résultats mais de manière plus fine et plus fréquente. Voilà. Avant de parler encore sur le machine learning qui est crucial, je reviens sur une question qu'on a d'un internaute qui nous demande juste en quelques mots rapidement les différences entre un data scientist et un data ingénieur. Alors, le data scientist, c'est vraiment la personne qui va avoir la compréhension du sens de la donnée, voilà. Et la compréhension des peut-être presque globaux, algorithmiques, et à la fois des enjeux plus globaux, mais aussi des enjeux presque algorithmiques, justement pourquoi faut-il éliminer telle valeur qui est aberrante parce qu'elle n'a pas de sens, etc. Alors que le data engineer va être plutôt celui qui a la connaissance, une fois que les mécanismes ont été définis par le data scientist, et qui va avoir la connaissance technique pour réaliser ce filtrage, qui va peut-être avoir quelques compétences de codage ou de langage d'interrogation des bases de données ou de mécanismes qui font que pour tel type de données, utiliser tel type de base de données, ça va mieux scaler et répondre plus rapidement aux requêtes, etc. Donc les deux sont très complémentaires et un des enjeux justement, c'est que parfois quand on commence une démarche, on va s'appuyer sur quelques personnes dont on attend qu'elles sachent tout faire, alors que finalement c'est un petit peu illusoire de chercher le mouton à 5 pattes, hein, nous ne sommes tous que des êtres humains et avoir conscience que
l'interprétation de la donnée et de l'analyse, c'est pas tout à fait les mêmes compétences que l'implémentation des moyens pour les analyser. Ça va être... Et là ça fait revenir toujours en priorité, ne jamais perdre de vue qu'en fait la décision reste humaine. On ne se fait pas avaler par les machines, on ne perd pas la main parce qu'on a des outils technologiques. Au contraire, là encore, la dimension humaine est cruciale. Donc les compétences, évidemment, qui vont avec. J'ai une question qui revient, qui est assez intéressante, je trouve, parce que c'est un peu dans le filigrane tout à l'heure, cette différence qu'il y a entre la façon dont les entreprises peuvent appréhender ces questions qu'on a vues sur l'analyse et la valorisation des données, selon qu'elles sont américaines, peut-être chinoises, on n'en sait pas trop, un peu moins, disons anglo-saxonnes ou européennes. Est-ce qu'on voit vraiment de gros écarts culturels sur la façon dont ces fronts avancent? Alors, j'ai envie de dire que les États-Unis étant un marché un petit peu plus unifié d'un point de vue purement territorial, effectivement, ont sans doute démarré un petit peu plus tôt dans l'analyse de la donnée. Néanmoins, finalement, le fait d'avoir la GDPR a eu un impact très positif parce que ça a permis d'harmoniser les réglementations entre les différents pays européens. Et puis, globalement, on peut pas vraiment dire que les entreprises européennes soient à la traîne dans la prise de conscience du fait que l'analyse de la donnée va leur offrir des facilités et plus de performance. Je ne me prononcerai pas sur la partie asiatique du marché que je ne connais pas bien. Voilà. Non, et puis par nature, évidemment, l'Europe étant plus pléthorique, quoi, en fait, en termes de type d'entreprise, de langue, etc. Forcément, on n'arrive pas aux mêmes conclusions. Nadia, peut-être un mot justement sur cette valorisation, sur la façon dont se comporte sur le machine learning, puisque vous disiez tout à l'heure que c'était évidemment un élément crucial pour accélérer la valorisation. Alors, c'est effectivement un élément crucial. Cela dit, quand on demande aux entreprises aujourd'hui quel est pour eux le moyen le plus performant de valoriser la data, on est encore très orienté BI, data mining et finalement beaucoup moins machine learning ou deep learning. C'est-à-dire que là aussi, il y a aussi un accompagnement pédagogique certainement auprès des entreprises à faire, en tout cas une évangélisation pour les amener sur le terrain du machine learning. En tout cas, c'est pas aussi concret pour eux que peut l'être le data mining ou les BI. Et là, quel que soit le secteur d'activité. Et là, quel que soit le secteur d'activité. Là, c'est vraiment une question, j'allais dire qu'on est presque un petit peu dans la tête d'épingle de l'innovation. Il faudra peut-être un petit peu de temps pour que ça se... Non, Pascal, pour que ça se... Vous, chez vos clients, quand vous allez les voir, ils sont pas tous forcément au fait de... Alors, ils sont tous au fait. Ah, pardon. Ils sont tous au fait, grâce à l'accompagnement de qualité. Non, pas forcément, mais parce que si vous lisez la presse IT aujourd'hui, on parle quand même assez souvent d'intelligence artificielle, et donc nos clients sont informés. Oui, ça peut faire peur aussi, c'est bien que c'est... Voilà. On entend parfois des articles un petit peu alarmistes. Après, il faut voir l'état de la technologie. L'état de la technologie, c'est que ce que va faire un algorithme de machine learning ou deep learning, c'est reproduire plus rapidement des décisions qui nécessitent, on va dire, d'analyser beaucoup de données avant d'arriver à des solutions qui auparavant étaient un petit peu empiriques. Voilà. Et donc ça va apporter la science en fait, tout simplement, dans les opérations de l'industrie. Donc être vraiment non seulement comprendre la donnée pour superviser globalement son business, mais au-dessus de ça, aller plus loin dans l'automatisation. Et si je prends un exemple qui fait partie des références de Google, LG, par exemple, dans sa partie display, le fabricant coréen, qui fabrique notamment des écrans plats dans sa division, justement, l'analyse qualité pour voir s'il n'y a pas de pixels manquants en fin de fabrication, c'est quelque chose qui est assez éprouvant pour les employés, ça leur demande une grande concentration visuelle. Évidemment, avec les écrans plats d'aujourd'hui, les pixels sont de plus en plus petits. Pour repérer les pixels qui sont noirs, c'est très fatigant finalement visuellement. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adopté le machine learning, c'est-à-dire que ce sont des caméras maintenant qui passent en inspection les écrans en fin de chaîne de production. Ils sont couplés à un système qui est à base de technologie Google qui s'appelle le Edge TPU. Voilà, donc
une capacité à faire tourner des modèles de machine learning, mais en local, hors du cloud. Les modèles qui permettent de reconnaître les pixels défectueux ont été entraînés dans le cloud. Sur la base d'exemples, et la prédiction, elle se fait en temps réel sur la chaîne de production. Voilà. Ça pose une question quand même, outre la formation et les compétences, c'est une question de coût aussi, non? Parce que tout ça a un coût important, j'imagine, de nouveaux métiers, de nouveaux outils, de nouvelles approches. Je vous invite en fait il y a une vidéo qui date de l'été dernier, de notre événement Google Next de l'été dernier, où le PDG ou le patron, je crois que c'est le PDG de LG Display, explique qu'en fait, en 3 mois, avec un data scientist relativement jeune, ils sont arrivés, grâce aux technologies du cloud et au Edge TPU, à avoir des résultats tout à fait satisfaisants. Parce que les logiciels auxquels Google participe dans l'open source, tels que TensorFlow, voilà, sont vraiment faits pour apporter un niveau d'abstraction plus élevé et pouvoir arriver à des résultats opérationnels assez rapidement. C'est vrai, puis il faut voir aussi que ce sont des dispositifs qui sont héroïstes. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir déléguer les tâches à faible valeur ajoutée ou à pénibilité, justement, comme vous le disiez, sur le contrôle qualité sur les pixels, qui doit être assez difficile en tout cas et assez pénible. Justement, c'est de pouvoir déléguer toutes ces tâches à la machine, donc avec de la prise de décision qui se fait par intelligence artificielle. Et évidemment, comme toute bonne révolution, la révolution de la data, elle ne peut être bonne que si elle satisfait aussi l'enjeu humain, et ça on l'a dit aussi en préambule. Et économique du coup. Voilà, donc il y a des gains de productivité qui sont en tout cas évalués par nos répondants, qui justement arrivent à valoriser cette donnée et qui sont notables. Et il y a aussi justement de la satisfaction des collaborateurs aussi, à voir leur métier évoluer vers des choses beaucoup plus intéressantes en tout cas, ou à plus grande valeur ajoutée. Des collaborateurs, et du coup on peut le penser aussi des clients, parce que cette satisfaction elle va dans les deux sens, et après tout on est aussi des consommateurs. Exactement. Et c'est important de rappeler ce phénomène. Un mot peut-être pour conclure, parce que je vois qu'on arrive bientôt à la fin de ce webinaire, et ce serait intéressant de savoir un petit peu. C'est très beau de parler et merci à tous les deux de parler de ces questions sur le cloud et sur la nécessaire maturation qu'il faut faire avancer, augmenter. Est-ce qu'on a une vision, on peut se projeter à 10 ans et se dire qu'en gros les choses peuvent changer dans les entreprises? Ce serait grâce à quoi? Ce serait plus de pédagogie, plus de preuves par l'exemple que ça marche mieux? Est-ce qu'on a un moyen de se dire, en gros, pour l'instant on avance, mais vers où? En fait, c'est tout l'enjeu de la recherche que fait Google, si on prend vraiment le prisme du machine learning, c'est-à-dire que nous avons des gens qui travaillent effectivement sur l'explicabilité des résultats du machine learning, parce que c'est un enjeu important. Et le partage, j'imagine. Et le partage, tout ce qu'on fait atterrit tôt ou tard dans l'open source. Donc, clairement, l'idée, c'est de contribuer à la communauté. Si je parle vraiment pour Google, nous avons annoncé l'année dernière nos AI Principles, donc qui en fait visent à renforcer l'engagement de Google pour un développement du machine learning qui est socialement responsable, voilà, et qui sera que nous nous engageons à implémenter dans des solutions qui seront bénéfiques pour la société. Donc vous faites de la gouvernance. Voilà, exactement. On fait de la gouvernance, et puis on travaille aussi sur, comme je le disais, sur le fait d'être capable d'expliquer, de mettre en place les outils qui vont faire en sorte que le machine learning ne va pas reproduire et amplifier des biais cognitifs qui sont humains, parce que c'est aussi un des dangers. C'est pour ça que le travail sur l'explicabilité est essentiel. Et j'ai envie de dire, en fait, en adoptant Google Cloud, ce qu'on peut faire, c'est justement tirer parti de toute l'expérience de Google qui a quand même déployé pour ses produits grand public plus de 4000 modèles de machine learning en production. Donc un véritable retour sur à la fois les bonnes pratiques, mais aussi sur les facteurs clés de succès. Donc ça me paraît très bien. Et j'ai envie de dire, si on veut en savoir plus, il faut penser aussi à suivre nos événements. On publie beaucoup de choses sur nos blogs,
sur le cloud et sur mais ça prend beaucoup de temps, activités donc, de recherche en AI. Et clairement, voilà, il y a quand même quelques événements incontournables. Le 18 juin en France, on aura le Cloud Summit qui va permettre de voir quels sont les cas d'usage Paris, par nos donc, clients. Tout à fait, à voilà, Paris, Porte porte de Versailles. Alors, je crois qu'on arrive malheureusement au bout du temps de ce webinaire. Merci beaucoup à tous les deux, Pascal et Nadia. Il y a quand même, en attendant le 18 juin, ce qu'on peut faire, c'est peut-être juste retourner, si on a loupé le direct, sur les sites du groupe. Donc, il y a l'usine nouvelle, l'usine digitale, l'Argus de l'assurance et LSA. Qui permettent de pouvoir revoir en ligne le replay de ce webinaire qui a été diffusé en direct aujourd'hui, le lendemain de Pâques. Merci beaucoup à tous les deux. Merci aux internautes de nous avoir suivis et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.